Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Il est 10h30 pile poil. Et donc, nous avons Vera avec nous. Coucou Vera. Allô, allô. Coucou Alina, vous m'entendez? Oui, on t'entend, c'est merveilleux. J'étais en train de me dire, mais cette chanson du Royaume d'Antasia, mais elle met la pêche. Et souvent, en fait, elle me trotte dans la tête toute la semaine. J'adore cette chanson. Sans rire, les oiseaux chantent des symphonies sur Radio Antasia. Ah, ça y est, on va faire des concerts en live. Non, franchement, elle est vraiment super réussie, quoi. Merci beaucoup. Bah écoute, je suis inspirée, c'est grâce à vous. Et ben voilà, ouais, on a une belle source d'inspiration. C'est clair, on est une jolie radio et on est une jolie chouette équipe aussi. Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Alors, ma très chère Vera, aujourd'hui, tu vas ouvrir les portes d'un lieu que j'aime. Enfin, forcément, je suis née là-bas, toute ma famille a vécu là-bas, une grande partie en tout cas. Et donc, on va ouvrir les portes autour de la magie lyonnaise, mais aussi de sa région. Et quand j'ai reçu ton plan, j'étais émerveillée. Comme une petite fille, je redécouvrais ma ville, mais aussi les coins environnants. Donc, raconte-nous un petit peu ce que tu as découvert. Mais oui, c'est ce que je t'avais promis la dernière fois, c'est qu'on aille justement dans ce coin que tu connais si bien. Et donc, aujourd'hui, je vous invite à nouveau à poser vos valises mentales, à respirer profondément et à me suivre dans un voyage au cœur des énergies subtiles, là où la terre murmure à ceux qui savent l'écouter, où les anciens bâtisseurs ont posé leurs pierres, et non pas au hasard, mais avec une conscience profonde et force tellurique. Je vous emmène en voyage dans les lieux énergétique et vibratoire de Lyon et de sa région, en effet. Wow. Alors, on va commencer par un lieu emblématique de la ville de Lyon. Alors, qui a une idée de ce que pourrait être ce lieu, là, sur le chat? Parce que maintenant, j'arrive à me connecter en même temps sur le chat. Et puis moi, je sais déjà, puisque j'ai le plan. Donc oui, forcément. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, quand on dit Lyon, quand on imagine un lieu énergétique, on peut penser à un lieu en hauteur? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Alors, je vais vous donner la réponse. C'est bien sûr Fourvière, la fameuse colline qui prie. Et oui, comme c'est ainsi qu'on surnommait les Lyonnais en opposition à la Croix-Rousse, la colline qui travaille. Donc toi, forcément, ça te parle, Alina? Ah totalement, oui, la colline qui prie, la colline qui travaille. Les canuts d'un côté et les religieux de l'autre. Voilà, exactement. Et puis, il y a aussi Jules Michelet qui appelait Fourvière la montagne mystique. Alors, Jules Michelet, que vous connaissez peut-être, c'est un historien, c'est le père du roman national, mais c'est aussi celui qui a écrit un essai très connu qui s'appelle La sorcière, et que je vous invite vraiment à lire pour ceux qui s'intéressent, et je sais qu'il y en a quand même beaucoup sur notre radio à s'intéresser au sujet de la sorcière. Et vraiment, c'est un livre qui présente la sorcière sous un visage assez romantique, mais qui est quand même très, très, très intéressant. Voilà, mais bon, voilà, petite parenthèse sur Jules Michelet. Alors Fourvière, c'est une colline qui domine le centre de Lyon, à l'ouest en rive droite de la Saône, et qui est donc située dans le 5e arrondissement de la ville. Et son étymologie vient de Forum Vetus, qui signifie littéralement vieux forum, puisqu'en fait, à cet endroit, dans le passé, il y avait un forum romain sur la colline. Et c'est en effet le lieu de fondation de la colonie romaine de Lugdunum, la fameuse capitale des Trois Gaules. Et donc, avant de porter un temple romain qui a été dédié à Zeus, il y avait un sanctuaire gaulois qui était donc dédié au dieu Lug, d'où vient ce fameux nom de Lugdunum, Lug qui était le dieu celte, on va dire, par excellence. Et puis après, à la place de ce fameux sanctuaire gaulois, à la place de ce temple romain dédié à Zeus, on y a construit la fameuse basilique Notre-Dame de Fourvière, et qui a été construite par un architecte compagnon du Tour de France et qui est posée là comme une antenne prête à canaliser toutes les énergies. Alors toi, je ne sais pas comment tu ressens, si tu connais cette fameuse basilique, Alina. Ah, bien sûr que je la connais. Si t'es lyonnais, que tu connais pas Fourvière, il y a un problème dans le bouillon. Je te le dis. Oui. Après, j'ai envie de te dire, quand t'es parisien, il y a des Parisiens qui connaissent pas la Tour Eiffel, qui sont jamais montés dans la Tour Eiffel. Bon,
Je comprends pas, mais au passage, c'est un petit peu logique peut-être, je sais pas. Mais C'est vrai que parfois, quand c'est évident qu'on l'a vraiment sous le nez, enfin dans nos villes, je pense qu'on a tous, alors peut-être pas le cas de la basilique parce qu'elle est vraiment, je dirais, emblématique et c'est un lieu qui domine la ville, quoi. Donc, mais c'est vrai que souvent dans nos villes, on a des lieux qui ont toujours fait partie du paysage, mais pour autant parfois on n'est jamais rentré dedans. Enfin, moi, je sais que dans ma ville, régulièrement, je découvre encore des choses et je me dis, mais bon Dieu, je suis là depuis des décennies, puis en fait, j'y suis jamais allée. Donc bon, voilà, parfois, hein, c'est assez drôle, quoi. alors pour te dire, il y a une ambiance particulière, très bien sûr religieuse, parce que forcément, ça reste quand même une grande cathédrale. Il y a des petits coins. Alors, je peux pas trop t'en parler à la radio, mais encore une fois, il faut absolument que je me note des trucs parce que je t'ai promis de t'envoyer plein de choses que j'ai encore pas eu l'occasion de faire. Donc il faut que je me note et que je te montre. Il y a des choses très spécifiques dans la cathédrale. Quand tu rentres sur la droite, il y a des petits coins qui se visitent pas au tout venant en fait. Hein. C'est des prises de, entre guillemets, de rendez-vous qui peuvent se faire. En tout cas, c'est toujours comme ça de mémoire. Et en fait, quand tu rentres dans ces petits endroits très restreints sur la droite, bah là, il se passe des choses assez mystiques, je trouve. Après, bon, peut-être que je suis lyonnaise et que je connais l'histoire, l'origine et que ça me porte au cœur, mais il y a quand même une ambiance très particulière dans la cathédrale. Et ce qui est autour aussi, hein, a toute une histoire. En fait, Fourvière, ça a vraiment une histoire de dingue au niveau tellurique, au niveau mystique, au niveau religieux, bien sûr, puisque bien évidemment, hein, c'est quand même la cathédrale reliée à la religion chrétienne, mais il y a quand même tout un côté mystique et païen que l'on ne soupçonne pas près de la cathédrale. Mais oui, parce que en fait, c'est vrai qu'avec tout ce passé gallo-romain Oui. aussi, enfin, et même antérieur, forcément sur ces promontoires, il y a toujours une histoire riche et une succession, hein, finalement c'est pour ça qu'on dit souvent que ce sont des collines ou des montagnes sacrées parce qu'elles ont toujours porté à travers les âges des cultes divers et variés. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de balades. Ah oui. Organisé par des associations de géobiologie dans la cathédrale. Et Et puis, il y autour, a... parce que tu as des Ouais, jardins en fait, ouais. enfin, tu as la colline qui te fait descendre dans le centre-ville, enfin dans le Vieux-Lyon, et oui, même autour dans les jardins, il y a une ambiance très particulière. Est-ce que tu sais pourquoi on appelle cette colline la colline aux corbeaux? Ah non, je ne sais pas. En fait, quand les premiers Romains sont arrivés sur cette terre, en fait, hein, qu'est Lyon, donc la colline de Fourvière, en fait, ils ont découvert qu'il y avait donc sur cette colline plein de corbeaux, mais vraiment des centaines de corbeaux. Et donc, c'est resté ancré dans la mémoire des Lyonnais et puis même des traditions très anciennes, comme quoi la colline qui prie est aussi la colline aux corbeaux. Pour ça que Lyon est relié vraiment au corbeau. Hein. Il y a tout un tas de symboles autour du corbeau qui est très 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 présent. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses symboliques, hein, à Fourvière et des lieux justement à visiter sur cette colline, comme par exemple l'église Saint-Irénée. Il y a aussi la fontaine taurobolique, les ruines de l'ancienne église Saint-Just, les vestiges des théâtres gallo-romains. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments symboliques et énergétiques sur cette montagne. Et alors moi, j'ai choisi de vous parler d'un lieu particulier sur la colline de Fourvière qu'on peut aller voir. Tu connais peut-être. Je vous propose un petit arrêt au cimetière Loyasse. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est Loyasse. Mais c'est oui, Loyasse. Ah, punaise, tu vois, j'ai hésité. J'y ai vécu super longtemps dans ce secteur. Donc, j'ai cru que tu allais venir dans le cimetière. Non, j'avais même ma sœur, elle habitait en fait dans les bâtiments qui étaient en face du cimetière et de sa fenêtre on voyait le cimetière. Donc je te dis pas le soir, on était comme des gosses. Finesse, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, c'était assez dingue. Ouais. Et ben dans le cimetière, le Yass, il y a quelques tombes très très connues, mais il y en a une en particulier qui va parler à certains d'entre vous. C'est la tombe de Maître Philippe, qu'on appelle aussi Philippe de Lyon. Tout à fait. Quand je vous dis qu'il y a des grands noms à Lyon, c'est la capitale de la sorcellerie, c'est pas pour rien. Mais oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Philippe de Lyon, alors de son vrai nom Nizé Anthelme Philippe, et en fait c'est quelqu'un qui s'est fait connaître par les miracles qu'il aurait réalisés au 19e siècle. Alors on dit que ça aurait été bien plus qu'un simple guérisseur. Alors il est né dans la région lyonnaise en 1849 et très jeune, il a été remarqué pour ses nombreux dons.
Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui alimentent son histoire et qui parlent de guérison soudaine, inexpliquée et même de résurrection. Voilà, donc c'est pour ça que parfois on faisait le parallèle même avec Jésus, d'autant qu'en plus les parents de Philippe de Lyon s'appelaient Joseph et Marie. Voilà, donc certains y ont vu aussi ce parallèle. Et la légende l'emmène même en Russie où il aurait soigné le tsar Nicolas II. Avant d'être évincé par Raspoutine, puisqu'en fait la famille Fedorovna était justement du fait des problèmes de santé de leur fils était très, je dirais très en recherche de personnes qui avaient des dons particuliers de guérison. Et puis on dit aussi que c'est quelqu'un qui avait le pouvoir de contrôler les éléments. Et puis c'est quelqu'un qui, outre ce côté guérisseur, est aussi médecin, puisqu'il a étudié beaucoup la médecine, mais il n'a pas été reconnu. Il a été même beaucoup décrié en France. Il s'est formé aux États-Unis, il s'est formé dans différents pays à travers différentes, je dirais, différentes pratiques médicales, mais en France, il a été évidemment beaucoup décrié. Mais il est aussi connu pour avoir été quelqu'un de très, très généreux et qui a toujours aussi soigné gracieusement des milliers de personnes. Et à sa mort, on a découvert qu'il payait en fait le loyer de 52 personnes dans le besoin. Voilà, et donc il était aussi connu pour cet aspect-là de sa personnalité. Et puis aujourd'hui, sa sépulture est devenue un véritable lieu de pèlerinage. Donc si vous avez l'occasion de passer par le cimetière Loyasse, vous verrez, il y a plein de petits mots. C'est une tombe qui est toujours fleurie. Voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi faire des demandes, etc. Donc c'est vraiment un lieu incontournable. Et puis, la colline de Fourvière, pour en venir à elle, sur le plan géobiologique, on sait que plusieurs réseaux d'énergie se croisent, dont le réseau sacré de type Perret, qui est en fait celui des cathédrales, donc un réseau très puissant. Le sous-sol regorge d'eau et d'anciennes cavités. Certains géobiologues parlent même de courants telluriques ascendants très puissant en lien avec le Rhône tout proche. Donc clairement, c'est pas un hasard si tant de gens ressentent à Fourvière une élévation intérieure, une forme de paix, voire de transcendance, parce que l'endroit invite à l'introspection. Mais attention, il peut aussi amplifier ce que l'on porte en soi. Donc il faut faire attention aussi à ses pensées, à ses ressentis quand on se balade à Fourvière. Alors, est-ce que je peux rajouter juste une petite chose sur le cimetière de Loyasse ? Alors, c'est le cimetière le plus ancien de la ville de Lyon. C'est l'un des premiers, si ce n'est pas le premier. Il a été construit au 1er siècle. Et là, en faisant des petites recherches, là, en quelques secondes, sur le site culture.gouv.fr, on découvre en fait qu'il y a eu un vestige d'exception qui a été découvert dans le cimetière là, tout récemment. Donc, une découverte archéologique majeure au cimetière de Loyasse. Donc, je vais vous transmettre le lien de l'article, si vous voulez carrément, ouais. en savoir un petit peu plus. Voilà, une découverte assez dingue. Et incroyable, parce que 1er siècle, c'est énorme. En même temps, c'est vrai que c'est logique par rapport à l'histoire de la colline, mais oui, c'est extrêmement rare d'avoir en fait un lieu de sépulture aussi ancien, quoi. Et alors, top. En plus, il y a une légende autour de ce cimetière. Quand on rentre dans ce cimetière, il y avait une sorte de grande statuette qui trônait en maître à l'entrée, avant que tu arrives dans les allées pour pouvoir te diriger vers les sépultures. Et en fait, on dit qu'à certaines périodes de l'année, cette statuette en fait pleure. Donc, c'est une légende qui court. Moi, je ne l'ai jamais vue pleurer. Mais en fait, ils ont fait des recherches, ils se sont aperçus en fait que... pourquoi cette statuette pleure? C'est parce qu'en fait, à un moment donné, quand il pleut, des choses comme ça, il y a des particules qui se positionnent à l'intérieur de la statuette et l'eau coule, en fait. Mais pendant très longtemps, les Lyonnais ont pensé qu'il y avait quelque chose de mystique autour de cette statuette parce que elle se mettait à pleurer dans certaines périodes, certains moments de l'année. Donc, ils y ont vu un signe de Dieu, quoi, quelque part. Donc, c'est vrai qu'on peut aller très loin aussi dans les suppositions mystiques quand on comprend pas ou quand on n'a pas de connaissances. Et là, la découverte a été faite il y a quelques années maintenant. Donc, mais ça reste toujours
très très beau de se dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière de plus grand que soi quand on voit cette statuette pleurer. Donc c'est assez mystique là aussi à savoir. Ah oui, bah ça doit être puis même poétique. Mais je pense Oui. qu'il y a peut-être moyen, faudrait qu'on regarde, mais il y a peut-être moyen de trouver peut-être des vidéos sur YouTube sur cette fameuse statue. Je lisais là justement dans le chat, alors oui, Mimi, effectivement, Philippe de Lyon était même plus qu'un contemporain de Papus, puisqu'ils étaient, ils se connaissaient. Voilà, ils se sont. Alors, je crois même d'ailleurs qu'il y a. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais en tous les cas, ils ont collaboré ensemble avec Gérard Ancos, ça c'est une certitude. Et ils étaient effectivement très proches. Et comme tu le dis, voilà, Papus disait de lui que c'était son maître spirituel. Oui, je veux bien le croire. Et puis, pour répondre à Pascal, s'il posait la question d'un monastère de bénédictines à Fourvière, alors je ne sais pas s'il y avait des bénédictins à Fourvière, en tous les cas. Je sais qu'il y en avait à l'île Barbe, dont je vais vous parler dans pas très très longtemps, mais peut-être, Alina, toi, tu sais, par rapport à la question de Pascal, s'il y avait un monastère de bénédictins Alors, à Fourvière. il y a effectivement un monastère vraiment qui est à 2 pas de Fourvière, enfin de la cathédrale. Par contre, je ne sais pas si c'est des bénédictins. Ça, n'étant pas très calée autour de tous les types de croyances chrétiennes, enfin voilà, religieuses, à ce niveau-là, je peux pas te répondre, Pascal, hélas. Mais bon, tu tapes. Mais on va se renseigner, Pascal. Je sais que déjà dans le Vieux-Lyon et dans le premier arrondissement, même la presqu'île, il y avait des tas de lieux. Moi, je vois déjà dans le premier arrondissement que j'ai travaillé à la mairie. Maintenant, c'est une mairie, mais avant, c'était des terres reliées aux religieux. Et on ressent quand même des trucs assez ouf dans les locaux, même de la mairie, etc. Enfin, c'est assez fou, en fait. Bon, je vous parlerai de tout ça peut-être un jour en off ou dans une émission autour des fantômes, mais il y a vraiment... Il y a une ambiance. Hein. Mais c'est vrai, Alina, on se dit depuis longtemps qu'il faudrait qu'on fasse une émission spéciale Lyon. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, ben hop, on va pouvoir se prévoir ça peut-être pour la saison prochaine. Alors, je vais juste vous quitter 3 secondes parce qu'en fait, il faut que je branche mon ordinateur. Donc, j'en ai vraiment pour 3 secondes. Hein, donc, je reviens tout de suite. C'est ça les charmes du live. Oui, bah après, bon, je peux commenter, je peux parler en attendant que tu branches ta petite session. Oui, il y a aussi autre chose quand on monte à Fourvière. Ce qu'il y a de beau, c'est effectivement, la fête des Lumières. Moi, j'ai connu la fête des Lumières où c'était pas pendant 3 ou 4 jours, c'était un jour. C'était le 8 décembre. C'est pareil aussi, cette date est très, très symbolique. À la base, ça devait être le 8 septembre. Et il s'est passé un truc de ouf au niveau du temps. Donc, ça n'a pas pu se faire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toute une histoire autour de la Vierge Marie. Parce que, bien évidemment, on dit que Marie aurait sauvé les Lyonnais un 8 décembre. Et c'est pour ça qu'on l'honore le 8 décembre au lieu du 8 septembre. Mais à la base, la fête des Lumières devait se faire le 8 septembre. Voilà. T'es revenu ? Oui, je suis là. Je suis de retour. Non, je me suis dit, ça aurait été quand même ballot que l'ordinateur tombe en carafe en plein milieu de la chronique. Je pensais qu'il tiendrait plus longtemps, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le charme du direct. Non, mais c'est clair que sur Fourvière, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors moi, j'ai un autre lieu que j'ai sélectionné et que tu connais peut-être, tu connais sans doute, Alina, c'est l'île Barbe. Bah oui, c'est dans le 9e arrondissement, en fait. Hein. Oui. Tout à fait. Et oui, là, on est dans le 9e arrondissement. Alors, on dit que c'est une île entre 2 eaux, entre 2 mondes, qui est donc, bien évidemment, située sur la Saône. C'est une minuscule île. C'est un petit bijou de verdure qui est posé comme ça, là, au milieu de l'eau. Et son nom provient du latin Insula Barbara, ce qui signifie l'île sauvage. Alors, évidemment, par le passé, on racontait que ça venait de barbares parce qu'il y aurait eu des druides qui auraient fait des sacrifices humains. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je pense que c'est plus, comment dire, je pense que c'est plus lié, on va dire, aussi à la caractéristique du lieu, qui est effectivement un petit peu mystérieux, un petit peu austère, puis aussi vraiment entouré de verdure. Et donc, c'était une île qui était autrefois entièrement monastique et qui est aujourd'hui un lieu à la fois public et privé. Donc, il y a une abbaye qui a été fondée sur cette petite île au 5e siècle et il s'agit du premier établissement monastique de la région lyonnaise et on dit même le plus ancien de la Gaule.
un des plus anciens et peut-être même le plus ancien de la Gaule. Donc ça, je trouve que c'est quand même un élément assez waouh. Et puis Charlemagne va doter justement cette abbaye d'une très très belle bibliothèque hein, qui était vraiment réputée. Malheureusement, le monastère, il a été pillé à plusieurs reprises, au 7e, au 8e, au 10e siècle. Et il va adopter la règle de Saint Benoît. Donc on retrouve nos bénédictins hein, au 9e siècle et il va vraiment gagner progressivement en puissance, il va se développer avant malheureusement d'être dévasté, incendié en 1562 par les troupes protestantes. Alors, comme toujours, hein, ce monastère, il n'a pas été implanté ici par hasard. On sait que l'île concentre des veines d'eau souterraines et des résonances telluriques qui en font un lieu vraiment propice à la prière, à la régénération. On dit que ce lieu est un vortex de type yin, hein, c'est-à-dire une énergie féminine propice à la méditation, au retrait du monde. Et en 1827, on va construire un pont suspendu qui existe toujours et encore, hein, et qui enjambe l'île au niveau de sa pointe sud, permettant donc de relier aux rives droite et gauche de la Saône, la Seine, c'est Paris ça, de la Saône, donc au village de Saint-Rambert et de Caluire et Cuire. Donc c'est un haut lieu des légendes lyonnaises et aujourd'hui l'île Barbe accueille toujours les promeneurs curieux comme elle a accueilli par le passé les druides et les chrétiens et l'île est toujours habitée aujourd'hui par quelques personnes, c'est vraiment un lieu d'habitat privilégié mais vous pouvez quand même donc vous y rendre puisqu'il y a une partie publique où la promenade est possible avec un terrain de pétanque, avec un grand terrain de pelouse, avec une aire de jeu mais sinon pour le reste hein, ce sont en fait une partie privée composée de deux chemins en impasse. Voilà. Et puis, on dit aussi que le lieu est habité par d'autres présences qui sont plus surnaturelles. On raconte en effet que l'île Barbe serait hantée. Voilà. Donc, tu parlais de fantômes, Alina. Mais là, je pense que celle-ci aussi, on pourrait la rajouter à notre petit tour, notre petit ghost tour, si on devait l'organiser un jour. Ouais, mais il n'y a pas que l'île Barbe qui tentait, moi je te le dis. Hein. Ah je veux bien te croire. Oui, c'est très particulier, Lyon. Il y a une ambiance, je ne sais pas comment l'expliquer, on a l'impression de retourner à des siècles passés, surtout quand on est dans le vieux Lyon. Vraiment, il y a vraiment des coins très portés, très, très hautement telluriques. On ressent des vibrations de ouf. Hein. De toute façon, qu'on soit sur Fourvière ou dans le Vieux-Lyon, on le ressent un petit peu aussi hein, dans la presqu'île. Mais après, le reste, alentour, beaucoup moins, bien sûr. Sauf à l'endroit où tu vas nous emmener tout à l'heure, dans quelques minutes. Mais ouais, il se passe des choses très, très particulières. En plus, chez nous, on a ce qu'on appelle les traboules. Et c'est très commun à Lyon, hein. C'est des petits passages entre chaque bâtiment où il s'est passé des trucs de dingue. Et c'est le même type de passage qu'on retrouve également à Édimbourg, tu vois, dans les grands lieux justement anciens, un petit peu gallo-romains, tu vois. Et à chaque fois aussi que je vais à Venise, par exemple, j'ai l'impression de me retrouver dans le Vieux-Lyon. Parce que les petits pavés, les petites ruelles, c'est exactement la même ambiance, la même énergie, le même type d'univers. Donc, tu vois, il y a certains lieux dans le monde, notamment en Europe, que l'on peut retrouver, qui ont vraiment cette touche lyonnaise qui est quand même assez particulière. Mais c'est vrai que c'est vraiment une ville qui est envoûtante. Mais vraiment, de refaire ces recherches, ça m'a donné vraiment envie d'y retourner prochainement pour aller vraiment spécifiquement. Donc, forcément, j'en reviendrai vers toi, Alina, pour que tu me fasses ta petite liste justement de ces lieux secrets. Il y a des pentagrammes. Hein. Alors, sachez-le, hein, j'ai découvert ça quand je suis retournée sur Lyon il y a quelques années, parce que je suis partie de Lyon, je suis revenue. Et j'avais pas vu, alors que je suis quand même lyonnaise d'origine, hein, j'avais pas vu, mais il y a des pentacles qui sont parsemés dans toute la presqu'île de Lyon, autour de portes, de grands bâtiments très prestigieux. Et là, tu te dis, non mais, waouh, voir des pentacles qui trônent comme ça en maître. Les Lyonnais, ils passent tranquilles, walou, ils font même pas attention. Et toi, tu regardes, tu lèves la tête et tu vois des pentacles. Enfin, c'est juste magnifique. C'est magique de voir ça. Surtout quand tu es dans notre univers, tu vois, où le pentacle, quand même, c'est un symbole très fort en magie. Hein. Et de voir ça dans ta ville, c'est juste puissant. Donc, je sais pas si vous avez des pentacles dans d'autres villes de France de cette manière-là, mais moi, j'ai trouvé ça tellement beau. Mais de voir ça, j'étais en larmes, hein, forcément. Hein, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh,
Mais c'est pas pour rien que Lyon est vraiment la capitale de la sorcellerie. C'est aussi là-bas que l'imprimerie s'est vraiment développée, que les plus grands livres de magie se sont mis en place, notamment le Malleus Maleficarum, voilà, qu'on connaît tous. Mais pour te dire, hein, d'ailleurs, le Malleus a imprimé le plus de fois, c'était à l'imprimerie de Lyon. Je crois qu'il y a eu 10 éditions d'imprimés, qui a été quand même un record pour l'époque quand le Malleus est sorti. Mais oui, parce que comme tu le disais, c'était un haut lieu de sorcellerie. Puis c'est pour ça qu'on dit souvent que Lyon, c'est vraiment la capitale en fait de l'ésotérisme. On fait aussi souvent le parallèle avec Prague, avec Turin, qui sont aussi des villes très, très, très connectées. Et puis c'est aussi pour ça que toutes les personnes qui s'intéressent de près à l'alchimie ne peuvent pas, on va dire, passer à côté de Lyon, parce que comme tu le disais, il y a énormément de lieux, de symboles. Et de personnalités qui viennent de Lyon. Et donc oui, c'est forcément, j'imagine que la ville a en fait a téléchargé, on va dire, un peu tout ça et a conservé, on va dire, justement ces énergies si particulières. Donc non, mais c'est pour ça que tu as raison, c'est vraiment un sujet. Là, c'est vrai que on est sur l'angle de la partie énergétique et vibratoire au sens des énergies telluriques, etc. Mais c'est vrai que sur le plan ésotérique, ça mériterait vraiment d'y consacrer une soirée entière de 20h jusqu'à 2h du matin. Après, si j'ai un conseil à vous donner, venez plutôt en automne à Lyon. Pourquoi ? Parce que tout le mystère de Lyon, toute l'ambiance, toute l'atmosphère que l'on recherche quand on est dans cet univers, c'est les brumes. Tu vois, oui. Tu vois, quand tu vois sur les quais de Saône les brumes recouvrir les quais, la ville, là tu ressens vraiment qu'il y a un côté très mystique qui s'opère. Quand tu vois Fourvière qui trône en maître sur cette colline qui prie, elle ne fait pas que prier cette colline, hein. Il y a tout un tas de rites, de coutumes, de mystères qui entourent cette colline, avec en face la colline qui travaille. C'est juste magique. Enfin, un jour, peut-être, on aura l'occasion, comme tu dis, de faire une émission beaucoup plus détaillée. Mais enfin, il y a plein de légendes, hein, comme la légende du parc de la Tête d'Or. On dit qu'il y a un trésor dans le parc de la Tête d'Or, qui aurait un trésor enfoui, donc qui représenterait la tête de Jésus, en fait, en or, tu vois, qui aurait été caché dans le parc. Et c'est pour ça que ce parc porte ce nom-là, le parc de la Tête d'Or, parce que ce trésor est caché, enfoui dans ce parc. Je ne sais pas si tu le savais. Ah non, je ne savais pas du tout, non. Donc il y a plein de choses sur Lyon qui sont intensément forts. Et quand tu grandis dans cette ambiance, pas étonnant que que ça t'imprègne un peu, quoi. Hein. Sans le vouloir, hein, parce que c'est pas quelque chose que tu cherches vraiment. Hein. Mais tu as plein de boutiques, des librairies très anciennes. On a une herboristerie qui date mais des années 20, quoi. Enfin, tellement qu'elle est ancienne, elle est magnifique. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment une très très belle ville. Et comme le dit Pascal là dans le chat, que la chronique lui donne envie d'y aller. Moi, je pense, Alina, que ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, il faut qu'on organise, en fait, en vrai, une visite là-bas, et on irait en fait, enregistrer, tu vois, chaque fois des petits bouts de chroniques sur chacun de ces lieux pour proposer une émission. Ça, ce serait juste fantastique, quoi, hein, parce que voilà, je pense qu'il y a quelques autres Lyonnais dans la communauté de la radio, et ouais, ce serait vraiment une super idée, quoi. Moi, ça me donnerait vraiment envie. Eh bien, écoute, il y a un monsieur à Lyon qui propose des visites la nuit pour parler de sorcellerie à Lyon. Oh! Alors, je ne sais pas s'il continue toujours, mais je sais qu'il y a quelques années, ces visites étaient juste extraordinaires. Alors, j'en ai jamais fait, mais j'ai eu des retours de Lyonnais qui m'ont dit non, mais c'est extraordinaire. On a même une sorcière à Lyon qui proposait à l'époque des visites en tant que sorcière dans le Vieux-Lyon pour expliquer un petit peu tout le côté witchy, tu vois, autour de Lyon. Enfin, il se passe quand même des choses à Lyon, il ne faut pas croire. Oui, puis tu as aussi, d'ailleurs, il propose aussi alors c'est peut-être un peu plus touristique, hein, on va fleurir ça dans beaucoup de grandes villes et de capitales en Europe, hein, des ghost tours ou des visites alchimiques, etc. Et à Lyon, il propose justement aussi des visites alchimiques, et je me disais que la prochaine fois que j'irai à Lyon, je pense que j'essaierai de me caler quelque chose comme ça, parce que ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, moi personnellement, l'alchimie, et du coup je me dis que ce serait vraiment un lieu, vraiment un lieu incontournable à faire, quoi,
Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on a dans le Vieux-Lyon un bâtiment qui est reconnu par rapport à Nicolas Flamel. Alors, je sais plus si c'était un lieu où il a habité avant d'être connu sur Paris, mais il me semble, ça me parle en fait, hein. Et cette bâtisse a été reprise pour y faire de mémoire un restaurant ou un musée, mais ça me parle en fait, hein, qu'il y ait quelque chose comme ça dans le Vieux-Lyon. Ah, faudrait regarder, oui, effectivement, s'il est je vois effectivement hein, sur un J'y site, passais tout le temps quand j'étais effectivement. jeunette. Ouais, ouais, ouais. En fait, il y aurait un trésor caché dans la rue Juivery. Oui, voilà, c'est ça. Il y a Voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est qui aurait une vieille été maison. donc ce serait un diamant inestimable qui aurait été donc découvert par Nicolas Flamel au XVIIe siècle, effectivement. Donc tu vois, ouais, ouais, c'est tout à fait le cas. Non, mais c'est voilà, Alors on va maintenant, moi, ce que je te propose, Alinda, Mhm. pour avancer un petit peu parce qu'il faut Oui, encore un peu de temps, parce qu'après il y a Esilio, non? oui, Donc désolée, voilà, hein, quoi. désolée. Il a un petit peu de temps. Non, mais forcément, je veux dire, c'est vrai que ça nous enthousiasme. Donc voilà. Donc on va quitter la ville de Lyon et on va aller dans un autre lieu que tu connais bien et que tu affectionnes puisqu'on en parlait la dernière fois. Donc on va maintenant descendre à 60 km de Lyon après Bourgoin-Jallieu pour nous rendre sur la commune de Saint-Victor de Cessieux pour aller nous balader dans la forêt de Valin. La forêt de Valin, tu nous en parlais la dernière fois, Lina. Donc c'est vraiment un lieu que tu affectionnes particulièrement. Alors je confirme, et c'est là-bas que j'ai eu mon expérience avec les araignées qui sont arrivées sur moi parce que j'ai voulu faire un câlin à un arbre. Ah oui, je me rappelle. Voilà, donc je peux te dire que je me souviens de cette forêt. Et puis aussi parce que je t'expliquais la dernière fois ce qui m'était arrivé, enfin quand j'y allais, quand j'y suis allée les premières fois, c'est qu'il y a entre deux arbres, un lieu très précis de cette Oui. forêt, il y a vraiment, tu le sens, ça vibre dans tes chaussures, et c'est encore plus puissant si tu enlèves tes chaussures, mais il y a vraiment un truc là-bas. Oui, c'est le lieu qu'on appelle la Thébaïde. Ah, donc tu l'as trouvé? Ouais. Oui, je l'ai trouvé. Merveillous. Et oui, 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 je l'ai trouvé. Alors, avant de vous parler plus précisément de ce lieu dans le lieu de la Thébaïde, alors, la forêt de Valin, donc déjà, c'est quoi? C'est une jolie forêt communale de hêtres, de chênes, de noisetiers. Puis on y a aussi replanté quelques douglas, des merisiers, des chênes rouges. Et c'est en fait une forêt qui a gardé un aspect très sauvage parce que l'exploitation forestière y est raisonnée et avec aussi une flore qui est très très variée, avec des lamiacées, de l'ail sauvage, des violets, des anémones des bois, des boutons d'or, enfin beaucoup de voilà. Donc c'est vraiment un lieu une forêt très naturelle entre guillemets. Et on raconte donc qu'elle fut fréquentée, selon les légendes, par des druides qui venaient profiter de ses vertus curatives, mais aussi par des templiers, puisqu'on y retrouve en fait des croix présentes dans la forêt et aux abords. Alors, le chemin de Trièves, tout en bas du village donc de Saint-Victor de Cessieux, nous amène au départ de la visite. Et à l'orée du bois, on va d'abord passer par un ruisseau avec des petites cascades. Et c'est une source qu'on dit avoir des vertus curatives, notamment pour soigner le psoriasis. Et pour les gens qui ont une sensibilité accrue, c'est déjà à cette première étape qu'on va ressentir la présence du petit peuple des élémentaux. Et quand on continue la balade un peu plus loin, au sommet de la colline, on va donc trouver un espace dégagé avec un énorme chêne sur le côté, où se trouve, d'après les connaisseurs, un nœud tellurique. Alors un nœud tellurique, hein, il y en a un peu partout, hein, évidemment. Vous en avez aussi chez vous, dans votre habitat. Et si vous avez un chat, là où votre chat il a toujours l'habitude de se poser, hein, on se dit toujours parfois, les chats ils se posent dans des endroits mais assez improbables, et bien généralement, il se pose sur des nœuds avec justement une énergie plutôt négative. Voilà, enfin je ferme la parenthèse. Dans tous les cas, donc à cet endroit-là, avec ce magnifique chêne, vous allez pouvoir observer qu'il y a une des bosses de l'arbre qui est polie par la main de tous les visiteurs qui viennent pour toucher cet arbre majestueux, qui viennent aussi voilà, y poser une intention, une prière peut-être, et faire et se ressourcer en tous les cas au contact de l'arbre. Donc c'est aussi un petit lieu de pèlerinage où il n'est pas rare de voir quelques personnes attroupées. Et puis plus loin encore, on
on va trouver ce qu'on appelle le fauteuil du Seigneur. Donc, c'est un amoncellement de pierres qui forme un siège large de 2 mètres. Alors, on dit qu'il remonte peut-être à l'époque mégalithique et qu'il pourrait avoir été un autel druidique. Mais il y a une autre version plus probante qui raconte que en fait, ces pierres, elles ont été assemblées beaucoup plus récemment, au XVIIIe siècle, pour permettre aux châtelains de Valin qui étaient handicapés des jambes de se reposer lors de ces balades. Mais quoi qu'il en soit, ce lieu n'a pas été choisi par hasard parce qu'il se trouve en effet à la sortie d'un courant tellurique puissant qui suit la crête derrière le bosquet. Et c'est pour ça que souvent les gens qui viennent s'asseoir notamment sur le fauteuil vont y ressentir des sensations de chaleur, de picotement, soit au niveau des pieds, soit au niveau de la racine des cheveux. Et on dit même qu'il y a, on va dire, une différence de sensation selon qu'on s'assoit à gauche ou à droite du fauteuil, puisqu'il est très très large. Malheureusement, alors toi, je ne sais pas, Lina, si tu l'as déjà vu, ce fauteuil du Seigneur, mais le lieu n'est plus accessible que certains jours dans l'année parce qu'il se trouve sur une propriété privée. Donc, a priori, certains jours fériés, la grille est ouverte et on peut y aller, mais c'est du coup moins aisé désormais de s'y rendre. Alors oui, je connais, et justement, c'est par là qu'on passe pour accéder à ce lieu où je t'ai dit, ça bouillonne sous tes pieds. Oui, tout à fait, oui, parce que c'est vrai que tout en haut, c'est vraiment en fait un circuit, il y a un sens en fait dans cette balade. On la prend pas par n'importe quel bout. Et c'est pour ça que les connaisseurs, et notamment les géobiologues, etc., les gens qui s'intéressent ou qui sont sensibles à ça, préconisent vraiment de démarrer vraiment par le ruisseau, par l'orée du bois, et après de faire cette espèce d'ascension. Et puis, en fait, justement, donc, quand on continue, on arrive dans un sous-bois vers l'étang de Valin, et lui, on dit que son eau guérit l'eczéma. Donc, vous voyez, si on a des maladies de peau, psoriasis, eczéma, c'est le bon endroit. Et que là aussi, l'endroit est doté d'une énergie très féminine, très douce, qui ressemble beaucoup à celle du Val sans retour et son miroir au fait à Brocéliande. On est d'accord, Moi aussi, j'ai trouvé pareil. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la petite Brocéliande. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai pu voir aussi. Et justement, en point d'orgue, au sommet de cette colline, il y a ce fameux endroit nommé la Thébaïde. Alors la Thébaïde, c'est quoi c'est le nom qu'on donne à un endroit isolé où les gens allaient se retirer dans la solitude. Et là se tient en fait 2 beaux arbres biscornus qui ne sont pas, sans rappeler, ceux de la forêt de Brocéliande à nouveau. Et effectivement, il paraît que quand on se tient entre ces 2 arbres, il y a aussi en fait une énergie très très particulière, un magnétisme vraiment singulier qui s'en dégage et que tu as pu du coup toi expérimenter. Je confirme. Il faut passer par un petit coin. Alors oui, c'est vrai que c'est fermé, et c'est ouvert à certains moments de l'année. Mais bon, si tu y vas et que tu connais ceux qui connaissent, tu restes quand même discret et tu fais pas tout et n'importe quoi. Et en fait, tu vas rentrer dans une sorte de petite prairie qui est clôturée. Bon, il y a une manière de passer dans cette petite prairie clôturée. Là, tu remontes la grande prairie. Et les 2 arbres se trouvent là. Ils règnent en maître, en fait, en haut de cette colline. Et là, tu te poses entre ces 2 arbres. Et là, tu ressens toute la puissance. Mais c'est un truc de ouf, vraiment. Ça te recharge les batteries. C'est aussi fort que la Lune, en fait. Et c'est pour ça que quand on fait des recherches sur la forêt de Valin, le mot qui revient toujours, c'est la forêt magique. Et on imagine que du coup, c'est pas pour rien. Déjà, c'est pas pour rien qu'elle a cette réputation depuis tant de siècles, voire de millénaires. Donc oui, c'est pour ça que le parallèle avec Brocéliande est bien trouvé. Et quand on va un peu plus loin encore, sur un chemin qui passe près de l'étang de Valin à droite et de l'étang rompu à gauche, eh bien là, on va découvrir le fameux château, parce que outre cette balade dans cette forêt, il y a aussi ce magnifique château avec sa tour typique au toit de tuiles vernissées qui a été bâti donc au XIVe siècle par la famille de Valin, qui le posséda directement pendant 5 siècles. Et puis, ce château, il a été ensuite remanié, embelli au XVIIIe siècle.
Et on peut lui aussi le visiter. Alors c'est une propriété privée, hein, que ce soit le château et la forêt attenante, mais on peut aussi le visiter ponctuellement. Le plus souvent lors de la période estivale, la famille qui est propriétaire de ce château organise des journées un peu portes ouvertes où on va pouvoir visiter certaines pièces du château, mais aussi se balader dans l'immense parc où il y a 70 tilleuls, des magnifiques cèdres du Liban aussi qui sont plusieurs fois centenaires et vraiment des beaux jardins. Et puis c'est aussi un lieu qui accueille a priori pas mal de manifestations autour du livre. Hein, on parlait du livre avant en parlant de Lyon. Donc là, il y a aussi beaucoup de conférences, d'expositions, de mini-salons qui sont organisés autour du livre. Et c'est pourquoi on le surnomme le château des livres, d'ailleurs, le château de Valin. Alors pour finir en fait notre petite balade, je vais accélérer un petit peu pour pas prendre trop de temps. Enfin, tu me dis Alina, hein, par rapport au timing. Oui. Voilà, je vais peut-être essayer d'accélérer un petit peu. Ok, pas de souci, oui. Ok, eh ben, en fait, du coup, je vais vous proposer. Donc là, on a fait la ville, on a fait la forêt, on est parti un peu plus vers le sud. Ben, on va remonter à l'ouest de la plaine de Lyon, donc à gauche, hein, des coteaux de Lyon, pour nous rendre dans les monts du Lyonnais. Donc les monts du Lyonnais, c'est un massif de basse montagne où l'activité mégalithique est vraiment importante. Alors un petit rappel historique, hein, de quoi on parle quand on parle de mégalithisme, ben, c'est en fait le phénomène d'édification de mégalithes, c'est-à-dire ces constructions humaines qui ont été composées de plusieurs pierres, généralement non taillées et tenues entre elles sans mortier. Donc, c'est des monuments qui ont une longévité exceptionnelle, hein, puisqu'elles ont les plus anciennes datent du néolithique, hein, entre moins 9000 et moins 3000 avant Jésus-Christ. Et on va en retrouver sur presque tous les continents du monde. Et en France, eh bien, on parlait avant de Brocéliande, le parallèle, on va pouvoir le refaire puisqu'il y a une très grande concentration de mégalithes en Bretagne, mais aussi donc dans le massif central, donc où se trouvent évidemment les monts du Lyonnais. Et les mégalithes, il y a plusieurs formes, hein. Il y a les dolmens, hein, ces espèces de tables de pierre qu'on peut observer dans pas mal d'endroits. Les menhirs aussi, hein, les grandes pierres qui sont généralement maintenues à la verticale. Et puis, il y a aussi les cromlechs quand c'est organisé en espèce de cercle. Et donc, des mégalithes, on va en retrouver énormément dans cette région-là. Et on sait, hein, je vous en parlais déjà à plusieurs reprises à travers cette chronique dédiée à l'énergie tellurique, mais les mégalithes, en fait, sont souvent érigés sur des courants telluriques, donc sur ces fameux courants électriques qui parcourent toute la surface de la Terre, et ces pierres en fait sont comme en fait des antennes, comme des points d'acupuncture en fait sur justement sur la croûte terrestre, et qui viennent justement concentrer un maximum d'énergie. C'est pour ça que très souvent, quand on s'approche de ces pierres, on va ressentir une énergie très particulière. Et même si vous emmenez une boussole avec vous, hein, vous pouvez observer que dans certains cas, la boussole aura tendance même à s'affoler et à perdre le nord du fait justement de ces fameux courants telluriques. Donc si ça fait cet effet-là, on peut bien imaginer ce que ça peut produire sur notre corps et sur nos corps au pluriel, hein. Donc, alors la fonction des mégalithes reste quand même encore aujourd'hui un mystère, même si on sait par des recherches archéologiques que des rituels païens, des initiations aussi y étaient pratiquées, en particulier les initiations près des dolmens. Et donc, c'était des lieux qui étaient des lieux sacrés, hein, pour les Celtes. Donc, des mégalithes, vous allez pouvoir en retrouver en particulier près de Saint-Martin-en-Haut, à La Rajasse, à Duerne, à Avez, à La Chapelle-sur-Coise, à Turin, à Brinda. Alors, je ne sais pas si on dit les S, hein, de Turin, sous Brinda, Brindas. Ça me fait bizarre que tu cites des noms de communes que je connais par cœur. Ça me fait trop bizarre. J'ai ma marraine... ouais, c'est bizarre, hein, quand on... J'ai ma marraine qui habite à côté. J'ai ma marraine qui habite à côté de Brinda, donc elle habite à Messimy. Et ça me fait toujours... ça me fait bizarre là, que je t'entende parler de ça. Bah oui, parce que c'est quelque chose qui t'était très familier, quoi, hein, et puis qui remonte à l'enfance, donc forcément ça fait toujours un peu bizarre. Enfin, en tous les cas, dans ce coin-là, vous auriez énormément de balades et de randonnées qui vont vous emmener justement à la découverte de
de tous ces mégalithes. Et puis alors, j'en ai choisi un, allez, parce qu'on ne pouvait pas en faire non plus 15 000, mais c'est le rocher de Saint-Apollinaire qui connaît plusieurs légendes. Alors, une des légendes, c'est dit qu'Apollinaire, qui était saint évêque et qui vivait en ces lieux en ermite, avait 2 frères, Saint-Pierre et Saint-Subrin, eux aussi ermites dans la région. Et en fait, pour prier et communiquer entre 3, eh bien, Saint Apollinaire, il se tenait debout sur le rocher, et c'est ainsi qu'il aurait laissé les empreintes de son pied-bot et de son bâton dans la pierre. Et c'est pourquoi, pendant longtemps, on emmenait en pèlerinage à Saint-Apollinaire les enfants qui avaient des difficultés à marcher. On plaçait alors leurs petits pieds dans l'empreinte laissée par le saint, afin qu'ils marchent dans les jours qui suivaient. Alors, il y a une autre légende qui affirme aussi que ce rocher aurait des vertus inexplicables, puisqu'on pourrait s'y recharger en énergie. On y revient une fois de plus. Et d'un autre côté, on dit aussi que Saint Martin aurait laissé ses traces sur la pierre en traversant cette contrée pour l'évangéliser. En tous les cas, et puis on pense aussi que ce rocher aurait été sculpté de cupules à l'époque celtique pour des cérémonies cultuelles. Donc vous voyez, le rocher Saint-Apollinaire, c'est un exemple parmi tant d'autres de ces mégalithes, de ces lieux vraiment chargés en énergie que vous allez pouvoir rencontrer en vous baladant dans les monts du Lyonnais. Et quand on remonte un peu plus vers le nord, et on finira par cet endroit-là, vous allez aussi pouvoir vous rendre au mont Thou, donc Thou, Thou, qui est donc situé donc plus au nord du massif, mais cette fois-ci des Monts d'Or, à 30 minutes seulement de Lyon en voiture. Et bien en fait, le mont Thou, vous allez pouvoir en faire l'ascension par une belle balade aussi qui est très, très facile, mais qui va vous permettre d'avoir vraiment une vue spectaculaire et panoramique sur la région lyonnaise, mais qui va vous offrir aussi une sensation d'altitude intérieure, puisqu'en fait, on dit qu'il y a un alignement subtil entre les 3 sommets qu'on appelle les 3 géants, donc le mont Thou évidemment, mais aussi le mont Cindre et le mont Verdun, ce qui alimente l'idée d'un maillage énergétique ancien. Et c'est ce qui fait que beaucoup de marcheurs qui vont aller faire cette balade au Mont Thou vont ressentir des élans d'inspiration, des pensées claires, voire des intuitions puissantes, que le silence et le vent vont jouer un rôle amplificateur, et c'est vraiment un lieu de recentrage parfait pour qui cherche à télécharger des réponses, comme on dit parfois. Alors voilà, chère Alina et chers auditeurs antasiens, à travers Fourvière, l'île Barbe, la forêt de Valin, les mégalithes des monts du Lyonnais et le mont Thou, quelques-uns des hauts lieux vibratoires qui entourent Lyon et sa région, et qui nous rappellent que l'invisible est partout, pour peu qu'on prenne le temps de le ressentir. Et je vous encourage évidemment vivement à y aller, non pas pour consommer du sacré, mais pour y rencontrer une part de vous-même, avec un pendule, peut-être, avec une intention claire surtout. Donc moi, je vous dis à très bientôt dans Witchy Planet pour une nouvelle exploration sensible. Waouh, c'était magnifique, maître Cherverin. J'ai kiffé de ouf. Ah, t'as kiffé de ouf. Enfin, mais écoute, moi aussi, j'ai vraiment, c'est ce que je t'écrivais tout à l'heure, ça m'a beaucoup plu. En fait, parfois, que je connaisse les lieux très bien ou moyennement ou pas du tout, parce que comme je vous le rappelle toujours, je ne connais pas toujours tous ces lieux non plus. Mais bon, certains où je les connaissais en tous les cas, alors pas la forêt de Valin, mais à Lyon, évidemment. Et c'est vrai que vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu, et ça m'a, comme le disait Pascal, qui disait qu'il n'était jamais allé à Lyon, mais moi, ça m'a redonné envie de retourner dans ce coin-là. Ouais, donc c'est chouette, ça inspire. Lève la tête en l'air. C'est le conseil que je te donne. Si tu vas dans la presqu'île de Lyon, lève la tête en l'air. Il y a des choses à voir. Ah de toute façon, moi, je ne manquerai pas de me rapprocher de toi Oui. Quand j'aurai programmé mon petit voyage là, pour que tu me fasses la liste. Ah ouais, la to-do list. Yes. Je te donnerai les rues précises et tu verras, tu vas être scotché. Ah écoute, avec plaisir. Un énorme merci à toi, maître Cherverin, pour cette super émission. Avec grand plaisir, une belle émission, puis un beau dimanche à tous. Oui. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.